Meir Masri, bonjour. Bonjour, chère Lise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, pour cette question du jour, aujourd'hui, on a demandé, allons-nous vers un Moyen-Orient plus stable? Et nos auditeurs ont répondu à une grande majorité non. Selon eux, plus de 70% de non sur nos réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, vous qui êtes spécialiste du Moyen-Orient, docteur en géopolitique et maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem? Alors, je peux comprendre hein, cette inquiétude. Et je ne la partage pas, honnêtement. Je pense que nous allons vers un Moyen-Orient relativement plus sûr, pour la simple raison que la principale menace qui pèse sur cette région depuis au moins 2 décennies, c'est-à-dire la menace iranienne, semble être de plus en plus éloignée et maîtrisée. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de Hamas, en tout cas sous une forme milicienne, armée. Le Hezbollah n'existe plus vraiment. Le régime d'Assad a disparu. L'Iran n'est plus en Syrie. Donc, je pense que ces changements, ce sont des changements géopolitiques majeurs qui vont avoir un impact, de mon point de vue, positif durant les prochaines années. Ça, lorsque le Premier ministre Netanyahou disait que le Moyen-Orient allait changer de visage, eh bien, il avait raison. Il avait raison. Alors, je ne dis pas que c'est Israël qui est derrière tout cela, mais il est évident que la dynamique qui a été provoquée par la guerre de Gaza, eh bien, y est pour quelque chose, mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu, la Turquie, l'ébullition civile en syrienne, etc. Alors justement, vous parliez de l'Iran, Meir Masri. Le Hezbollah appelait récemment la Syrie à ne pas normaliser ses relations avec Israël, justement pour ne pas avoir l'air de lâcher l'Iran, puisque le Hezbollah est son proxy. Est-ce que vous pensez que la Syrie va le faire tout de même? Les déclarations de ses dirigeants avaient l'air d'aller dans ce sens ce week-end. Oui, alors ça fait sourire parce que c'est comme si les djihadistes syriens, c'est-à-dire ils ne sont pas tous syriens, qui avant-hier étaient dans Daesh, hier matin dans Al-Qaïda, et s'apprêtaient à reconnaître l'État d'Israël et à normaliser les relations avec eux. Non, il est évident que c'est une prise de contact. C'est une prise de contact. Je sais que ça peut choquer certains. Vous savez, on va être on va être on va assister à des drôles de spectacles hein, durant les prochains mois et les prochaines semaines. D'ailleurs, les retournements commencent déjà à se faire. Le président du Parlement syrien, les ministres syriens, les piliers du régime d'Assad, qui le jour même de sa chute le 8 décembre, félicitaient les révolutionnaires en disant qu'ils étaient des opposants de l'intérieur. Le ministre de la Justice syrienne qui a fait une interview dans Al Arabiya où il disait Je suis fier de mon peuple qui a chassé la tyrannie du pouvoir, alors qu'il était ministre. D'ailleurs, il était l'un des fidèles lieutenants d'Assad. Donc, sur le plan régional également, le Hamas a félicité également les révolutionnaires. Bon, il a mis un jour à le faire. Il a attendu un peu plus que les piliers d'Assad, mais c'est quand même assez court. En rappelant qu'il est issu de la confrérie musulmane, ce sont des frères musulmans palestiniens, et que donc, naturellement, ils étaient tout à fait favorables au changement en Syrie. Vous vous rendez compte, ils étaient alliés avec Assad pendant des années, et le bureau politique du Hamas était à Damas avant d'être transféré à Doha euh, à la suite du début du printemps arabe et l'instabilité qu'a connue la Syrie. Donc c'est un mouvement qui était très proche du régime d'Assad. Et il en est de même pour le Hezbollah. Alors évidemment, le Hezbollah, vous avez dit que c'est un proxy de l'Iran. En réalité, le Hezbollah, ce n'est pas un proxy de l'Iran. Le Hezbollah, c'est l'Iran, hein. C'est la différence des autres milices pro-iraniennes dans la région. Le Hezbollah, c'est vraiment une organisation qui est liée intrinsèquement au régime iranien. Elle est financée par ce régime. Tout le monde est entraîné là-bas. Ils partent tous, ils ont tous appris le persan. Ils ont fait toutes les études là-bas. Et leur salaire arrive d'Iran, les armes, tout ça. Donc, bien sûr qu'il est évident ça va être beaucoup plus compliqué. Néanmoins, ils cherchent à entrer en contact avec le nouveau régime de Damas. Et je pense que ça va se faire. Alors évidemment, hein, il n'est pas du tout question d'alliance stratégique comme ce fut le cas dans le passé. Euh, la présence iranienne est terminée, hein, que ce soit en Syrie et dans une moindre mesure au Liban, puisque l'appui arrivait via la Syrie, hein. Le Hezbollah a été alimenté à travers le régime d'Assad et tout cela n'aura plus lieu. Néanmoins, le Hezbollah cherchera à avoir des relations avec le régime en place
à Damas s'il ne veut pas être davantage marginalisé au sein du spectre politique libanais. Justement, la Syrie, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mir Masri, est-ce que l'instabilité qui a lieu en Syrie en ce moment peut se déplacer vers la Jordanie qui est son voisin? Honnêtement, non, je ne le pense pas pour, euh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, ce nouveau régime était déjà en place dans une partie de la Syrie, la région d'Idlib, bien sûr sous le contrôle et la protection des Turcs. Donc ce sont quand même des gens qui ont une certaine expérience, à la fois militaire, mais aussi administrative et politique. Deuxièmement, parce que l'opposition armée, comme on l'appelle, bon, aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens puisqu'ils sont au pouvoir, ce n'est plus une opposition, syrienne avait beaucoup de moyens coercitifs, hein. Ils avaient hérité d'une partie assez importante de l'armée syrienne, puisqu'il y a eu beaucoup de défections au début du printemps arabe, notamment en 2012 et 2013, avec une partie de l'armée syrienne donc, qui avait rejoint l'opposition. Ensuite, parce que, il y a derrière ce qui s'est passé en Syrie le soutien de la Turquie. On peut difficilement imaginer un groupe armé aussi expérimenté soit-il, chassé à un régime en place depuis 54 ans, en 12 jours, s'il n'y avait pas eu derrière un appui, un soutien, ne serait-ce que financier, de la part d'un pays étranger, à savoir la Turquie. Et tout cela est inexistant en Jordanie, puisque aucune force régionale ne souhaite la chute du régime jordanien. Et puis enfin, il y a l'histoire, il y a le passé du régime syrien, les massacres, les assassinats de masse dont ce régime est ouvertement responsable, tandis qu'en Jordanie, bien sûr, la situation est complètement différente. Donc pour une série de raisons, j'estime que la Jordanie est quand même assez loin hein, de tout ce qui se passe en Syrie, sans compter l'appui international occidentale et aussi régionale. Les voisins de la Syrie souhaitent que ce régime euh, perdure parce qu'il est un facteur de stabilité pour l'ensemble du Moyen-Orient. Est-ce que l'Irak et le Yémen vont intensifier peut-être leurs frappes contre Israël, sachant que le Hezbollah et le Hamas sont largement affaiblis? D'abord, l'Irak et le Yémen, ça n'est pas exactement la même chose, parce qu'en Irak, il y a un gouvernement qui est relativement fort, qui ne laissera pas faire et qui semble maîtriser la situation. Il y a après un dispositif milicien qui avait été mis en place d'ailleurs par ce même gouvernement pour maîtriser la région nord du pays et euh, endiguer les outrances islamistes, notamment avec la constitution de l'État islamique. Et d'ailleurs, ce dispositif milicien a joué un rôle fondamental dans la chute de Daesh. Euh, mais au sein de ce dispositif, il y a des milices plus proches de l'Iran et plus favorables à une participation dans la guerre qu'a menée l'axe iranien contre Israël. Mais tout cela semble se calmer aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ça n'aura pas plus vraiment d'impact ni de sens. L'Irak est très loin. Cela risquerait de provoquer davantage Israël et les États-Unis. Et donc, je ne pense pas que ce serait dans l'intérêt ni de l'Iran, ni de l'axe iranien, ni de l'État irakien. Maintenant, pour ce qui concerne le Yémen, c'est un petit peu différent puisque ces groupes contrôlent la moitié du Yémen. C'est un État. Les Houthis constituent un État. Ce n'est pas seulement un État dans l'État, mais c'est carrément un État. D'autant plus que ils ont en ligne de mire non pas seulement Israël, mais aussi l'ensemble des alliés des Américains dans la région avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et donc, ils pourraient vouloir éventuellement vouloir marchander avec la nouvelle administration américaine et éventuellement être levé de la liste des organisations terroristes, moyennant une plus grande modération. C'est un cas de figure un petit peu différent. Mais les Houthis ne constituent pas une menace fondamentale pour Israël. C'est une menace globale pour d'abord la liberté maritime, mais aussi pour l'ensemble de la communauté régionale. Et donc, ça n'est pas vraiment le principal souci d'Israël actuellement. Globalement, de manière générale, on peut constater que les Iraniens sont davantage maîtrisés, sont éloignés, extrêmement affaiblis et ont envie de négocier et de faire un deal, entre guillemets, avec l'administration américaine entrante. Justement, hein, est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier va vraiment changer la donne dans la région, Mir Masri?
Oui, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que la guerre touche à sa fin. Elle a atteint ses objectifs très clairement. Il y a eu une guerre qui a été déclenchée par le Hamas, mais qui a entraîné avec le Hamas l'ensemble de l'axe iranien dans la région contre Israël. Il y a eu donc une confrontation, d'ailleurs directe, entre Jérusalem et Téhéran, et aussi indirecte entre Jérusalem et les proxys de Téhéran. Cette guerre a été remportée par Israël. Bon, je pense que c'est très clair aujourd'hui que l'Iran et ses alliés n'ont pas la puissance, n'ont pas les capacités dont ils disposaient avant le 7 octobre 2023. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, parce que le président Trump, d'abord, il a beaucoup plus de marge de manœuvre dans la région que le président Biden. Il contrôle beaucoup plus sa majorité. Il se soucie peu des convenances, du politiquement correct et il a une vision également du respect du droit international qui est un petit peu, comment dire, un peu moins orthodoxe que le président Biden et par conséquent, sa force de dissuasion est plus importante. Trump fait peur, tandis que Biden était beaucoup plus euh, modéré et sous son administration, la force de dissuasion des États-Unis n'a jamais été aussi faible au Moyen-Orient. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense, sans compter bien sûr les relations exceptionnelles qui lient Donald Trump personnellement, mais aussi de plus en plus de républicains au sein de son administration entrante, avec les pays du Golfe. Et donc là, ce rapprochement américano-saoudien, les relations étaient assez mauvaises entre Biden et le prince héritier saoudien et Riyad de manière générale. Donc là, ce ne sera pas le cas. Et ce duo, donc, Amérique Golfe va jouer un rôle, de mon point de vue, assez important dans la stabilisation du Moyen-Orient. Merci beaucoup, hein, Meir Masri, docteur en géopolitique, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem, d'avoir été avec nous ce matin pour la question du jour. Bonne journée à vous, à très vite. Bonne journée, au revoir.